Oui, bien évidemment, j'aime le whisky, les femmes, et même si je n'en possède pas encore, les voitures de sport. J'imagine sans problème que ça rend la conduite plus sensuelle que si t'as un utilitaire. Mais ce qui est sûr, c'est que ces trois choses n'ont jamais fait un bon écrivain. Sinon, ça se saurait. Sinon, on aurait finalement le problème inverse de celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que plutôt que de se tourner vers des classiques pour avoir de bons romans à lire, on serait pris comme ça d'une espèce de confusion, trop de choix disponibles. Bon, c'est pas le cas. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, les qualités qui font un bon écrivain sont finalement les mêmes qui font un athlète. Hein. Il faut de la force, de l'endurance de force, du cardio, de l'explosivité et du mindset, hein, quelque chose qui te permette de tenir contre vents et marées dans les moments de doute et de te dépasser. C'est ça qui fait un bon écrivain. Et pour aller plus loin dans la comparaison, de même qu'un athlète a besoin de faire des exercices pour se préparer à sa discipline et à la compétition, eh ben c'est pas mal pour un auteur de faire des exercices d'écriture. Voilà, des exercices qui vont muscler les différentes qualités dont il aura besoin quand il est sur un projet. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te lire justement un de ces exercices. Qu'est-ce que je fais quand je trouve un texte intéressant, en bien ou en mal, et on va voir aujourd'hui c'est plutôt en mal, et ben je le copie dans un premier temps pour bien m'en approprier la structure, le contenu, le style, et ensuite, pourquoi pas, le réécrire pour l'améliorer si c'est faisable. Dans le cas que je présentais aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Alors, quel texte je vais te lire aujourd'hui? Ça m'embête un peu parce que finalement, ça peut être perçu comme un clash, c'est-à-dire je trouve le texte que je vais présenter pas très bon, et ensuite je vais prétendre faire mieux dans la deuxième partie de la vidéo. J'étais pas sûr de vouloir donner le nom du livre dont c'était issu et de l'auteur, hein, pour pas faire du clash facile. Je trouve que ça a l'air d'être quelqu'un de tout à fait respectable et sympathique. J'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Il m'a dit que pour des raisons éthiques, ça valait le coup quand même de citer, et des raisons légales aussi sur YouTube. Donc, eh bien, qu'est-ce que je suis allé chercher? Je suis allé chercher un extrait d'un livre qui s'appelle Le parrain du capitalisme français, écrit par le journaliste aux Échos, Pierre de Gasquet, donc journaliste économique. À la limite, je dirais ça en préambule, son style est journalistique, et j'ajouterais même journalistique français. C'est pas la même école que ce qu'on va appeler le style journalistique aux États-Unis, dont sont issus Norman Mailer, Hunter Thompson, même Stephen King, hein, si vous lisez l'excellent Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, bouquin indispensable si on veut écrire, selon moi. Il parle de l'école du journalisme. Bon, là, on est dans un journalisme à la française. C'est pas un style qui personnellement me charme beaucoup. Et c'est pour cette raison-là justement que l'extrait m'a pas plu et que j'ai voulu le retravailler. Donc, sans plus attendre, eh bien, lançons-nous dans la lecture du texte original que je vais commenter, puis après je présenterai le mien. On l'appelle le parrain depuis des années. Le parrain Tonio s'amuse son cousin germain Bertrand Zivy, qui a été élevé avec lui dans son enfance. A priori, rien de sulfureux dans ce surnom plutôt affectueux. Plutôt un tribut à sa capacité d'entraide et à son sens aigu de la famille, au sens large. Alors là, musicalement, ça t'a peut-être pas frappé, mais son sens aigu de la famille au sens large, a priori, surnom plutôt affectueux, plutôt un tribut, on a de la répétition, on a surtout un texte qui commence par un name dropping, Bertrand Zivy qui est un inconnu. Donc là, en termes d'engagement du lecteur, c'est un peu faiblard. Je continue. Depuis plusieurs années, Antoine Bernheim a pris le parti de s'adonner à son sport favori, dire tout haut ce que d'autres osent à peine penser tout bas. La notion de fort intérieur n'en prend que plus de piment. Alors, a pris le parti de s'adonner à son sport favori. Est-ce que c'est pas un peu long? Est-ce que ça fait pas un peu un détour pour dire qu'il a adopté cette attitude consistant à dire ce qui lui venait en tête? Et alors la phrase qui suit, la notion de fort intérieur n'en prend que plus de piment. Là, ça me demande un vrai effort de réflexion. Est-ce que ça veut dire que fort intérieur, c'est donc ce qui se passe dans ta tête, ton monologue intérieur, le fait qu'il l'extériorise comme ça par la parole, en quoi c'est ça qui est pimenté, ou alors c'est le jeu de mots sur le fait fort, F-O-R, F-O-R-T, bref, pas clair pour moi, mais je manque peut-être de culture pour ça. Dans les cercles engoncés du capitalisme français,
Ce bon principe ne lui a pas toujours valu que des amis. Certains ont pris ombrage de son franc-parler, même et surtout au plus haut niveau. C'est la rançon de la dent dure, mais c'est aussi le privilège de l'âge, faire primer la franchise et la loyauté sur la servilité. Alors, ce principe ne lui a pas toujours valu que des amis, on appelle ça un euphémisme, hein, c'est-à-dire que ce principe lui a valu des ennemis. Je trouve typiquement ça aurait été un peu plus excitant pour moi en tant que lecteur qu'on me dise que ça lui a valu des ennemis. Et ensuite, c'est la rançon de la dent dure, mais aussi le privilège de l'âge. Donc là, on a un auteur qui prend pas position, c'est-à-dire dire ce qu'on pense et choquer les gens. C'est à la fois bien et pas bien, c'est à la fois sage et pas sage. Et ça, c'est un peu un thème que je vais retrouver tout au long de ce style journalistique, tout au long de cet extrait, et que je trouve finalement dommage parce que ça n'esquisse pas de vision du monde. Et moi, en tant que lecteur, je fais l'effort de lire un texte justement pour découvrir, m'immerger dans une vision du monde qui est pas la mienne. Peu connu du grand public, Antoine Bernheim est à certains égards l'un des personnages les plus étonnants de la dramaturgie du capitalisme français d'après-guerre. À la fois conformiste et iconoclaste, secret et retors. Alors, c'est du bon français de dire un des personnages les plus étonnants de la dramaturgie. Une dramaturgie, il y a des familles de dramaturgie. On peut penser à la tragédie grecque, on peut penser à la commedia dell'arte. Donc c'est un des personnages les plus étonnants de la dramaturgie du capitalisme français. C'est une tournure, on va dire, assez riche. Mais encore une fois, est-ce qu'elle est suffisamment légère, digeste pour moi en tant que lecteur ? Et puis à la fois conformiste et iconoclaste, donc deux valeurs qui n'ont rien à voir, qui sont diamétralement opposées, sans qu'on me donne d'exemple, sans qu'on me donne de contexte, suivi de secret et retors. Les gens retors sont généralement secrets, donc ça casse stylistiquement ce qui est dit juste avant. Son humour, son cynisme fin, son regard aigu et sans concession en font un observateur hors pair du capitalisme familial européen. Conseiller des puissants mais homme de l'ombre, il a aussi ses détracteurs qui le considèrent surtout comme un manipulateur. Avec son entrée chez Lazare Frères, la banque d'affaires la plus active de sa génération, il a été le tuteur historique des industriels Bernard Arnault et Vincent Bolloré, et dans une moindre mesure le conseil de François Pinault, mais aussi de Nicolas Sarkozy, du moins à ses débuts. Alors, phrase longue, et encore une fois, on n'a pas vraiment de précision, c'est un texte d'intro sur la figure de ce monsieur Bernheim, et on ne sait pas vraiment quel rôle il a joué particulièrement, on sait juste qu'il côtoie les puissants, et donc là on a des gros name droppings, on a Bernard Arnault, Vincent Bolloré, François Pinault, Nicolas Sarkozy. Là tout de suite ça peut parler au public, au grand public, et ça arrive dans le dernier tiers de la page. Ce qui est un peu dommage, je pense, pour le côté engagement du texte. Je continue. Il compte aussi parmi ses pupilles européens John Elkann, le dauphin de la dynastie Agnelli, ou le banquier Gerardo Braciotti, je sais pas comment ça se prononce, lui aussi transfuge de Lazare. D'une certaine manière, c'est le dernier grand parrain d'un capitalisme de bâtisseurs, par opposition au capitalisme d'héritiers, issu des 200 familles actionnaires de la Banque de France dans l'entre-deux-guerres. Discret mais longtemps présent et écouté, il a davantage pesé sur le style et le cours des affaires, chaque fois que je prononce comme ça, affaires, c'est qu'il y a des guillemets, que bien d'autres grands barons du capitalisme français souvent célébrés dans les gazettes. Bon, qu'est-ce que j'ajouterais d'autre comme critique à cet extrait ? On change d'échelle de temps, on parle d'entre-deux-guerres, d'après-guerre, un des plus grands, le plus grand. Il n'y a pas vraiment une cohérence comme ça dans les métriques qu'emploie l'auteur. Ça reste vraiment circonstancié au paragraphe, à ce qu'il est en train de dire, ça casse la cohérence du texte. Personnellement, je trouve que ça me fait trop réfléchir, c'est une critique. La lecture nous cultive, nous sollicite nos capacités cérébrales, mais il n'y a pas besoin de rendre le job plus difficile qu'il n'est. Avant que je te lise ma réécriture de ce passage où j'ai essayé de faire rentrer toutes les informations, on va dire, du texte original d'une manière plus digeste, plus accessible. Si cette vidéo t'intéresse ou t'amuse,
ben, hésite pas à liker et à dire en commentaire si ce format te plaît. C'était pas quelque chose que je comptais faire beaucoup au début, mais on pourra peut-être en proposer d'autres, réécriture de passages que je juge insuffisants en termes de qualité. C'est vrai que on va pas s'amuser à écrire des chefs-d'œuvre, par définition, il n'y a rien à changer, pas une virgule. Voilà, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, et tu peux aussi partager cette vidéo à quelqu'un parmi tes proches qui serait intéressé ou amusé par son message, son déroulé. C'est grâce à ce genre de référencement bouche à oreille aujourd'hui que les chaînes peuvent grossir sur YouTube. Et ma foi, je serais pas contre faire porter ce message et cette envie d'écrire à un public le plus large possible. Reprenons. Ok, donc je vais lire ma réécriture. Alors, c'est un peu biaisé vis-à-vis de l'extrait que je viens de commenter, puisque je vais lire ce que j'ai écrit, qui est un premier jet en one shot. Juste avant de lire, l'idée pour moi, ça a été d'introduire les grands noms, le name dropping plutôt dans le texte, et aussi d'essayer de donner un axe, une vision du monde, on va dire, plus cohérente d'un point A à un point B qui va suivre tout le déroulé du texte. L'idée étant d'amorcer le lecteur à voir l'histoire de ce personnage, de ce Antoine Bernheim, dans un contexte justement précis vers lequel je veux l'amener moi en tant qu'auteur, parce que c'est quand même mon job à un moment donné d'avoir un point de vue. Donc c'est parti pour ma tentative de réécriture de ce passage. L'histoire retient les grands personnages. L'actualité, elle, fait la part belle aux individus qui représentent la moyenne anonyme de leur temps et qui sont rarement de grands personnages. Et puis il y a les hommes de l'ombre, ceux qui font autant l'actualité que l'histoire et dont on ignore généralement le nom. Antoine Bernheim, ou le Père Antonio, comme l'appelle ce cousin germain avec qui il a grandi, est l'un de ces grands hommes de l'ombre. Bernard Arnault, Vincent Bolloré et même un certain Nicolas Sarkozy lui doivent leur destin. Car Bernheim est un faiseur de rois. Banquier d'affaires issu de Lazare, la maison leader sur ce secteur, il a permis à des empires de naître, de croître et de se maintenir. Des empires industriels, chose rare dans un monde qui tend toujours plus vers le flux abstrait. Des empires ayant à leur tête des bâtisseurs, des ambitieux plutôt que des héritiers de vieilles familles argentées. Une des raisons pour expliquer l'inimitié récoltée par ce banquier de génie dans le petit monde très fermé et conformiste du capitalisme français. Car Bernheim est un esprit libre, qui ne rate jamais une occasion d'exprimer sa pensée à contre-courant. Une franchise qui dérange et lui a permis de collectionner toutes les étiquettes infamantes, à commencer par celle de manipulateur. Une constante chez les personnalités complexes, catégorie dans laquelle il est aisé de ranger Antoine Bernheim, faux méchant à l'humour corrosif, travailleur rigoureux, doté d'un sens de la loyauté inébranlable. Chez Bernheim, tout fonctionne à l'entraide, à partir du moment où l'on fait partie de la famille. Une famille élargie au-delà des frontières de la France et qui compte en son sein l'anglais John Elkann, l'héritier de la dynastie Agnelli, ou encore le banquier Gerardo Braciotti, lui aussi passé par Lazare. Raconter son histoire, c'est faire le portrait du dernier des parrains, de ces hommes de l'ombre capables d'influer sur l'actualité, via les affaires, comme sur l'histoire, à travers les directions économiques que prennent les nations. C'est rappeler que les grands noms doivent souvent leur destin à des magiciens méconnus. C'est opérer une continuité, bâtir un pont entre le XXe siècle de l'industrie et le XXIe siècle du capital mondialisé. Voilà ma proposition donc de réécriture, on va dire un peu plus littéraire, peut-être aussi un peu plus marketing, un peu plus commercial. Je m'en défends pas d'un texte qui à la base a plutôt une vocation documentaire, journalistique. Voilà, je pense que les deux sont compatibles. C'est en tout cas la proposition esthétique que j'avais envie de faire juste en lisant finalement cet extrait vidéo. Mais après tout, si on peut voir, je sais pas moi, il y a qui est chaud en ce moment, Ilia Topuria taper au sac et faire des pompes sur YouTube, pourquoi pas m'écouter moi, lire mes exercices d'écriture. C'est vrai que j'aimerais bien voir d'autres auteurs présenter aussi leurs écritures, la façon dont ils travaillent, la façon dont ils s'inspirent. Je pense que c'est intéressant. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et de t'être abonné à la chaîne.
Je te dis à bientôt pour de nouveaux contenus et d'ici là, prends soin de toi.